Et les limites de l'impédance-métrie, en fait, tout est basé principalement sur les fluides du corps, donc notamment l'eau corporelle. Et on se rend compte qu'en fonction de l'état corporel, les données seront complètement différentes. C'est-à-dire que, admettons, je prends un bain, je prends une douche chaude, je vais derrière faire une mesure, j'aurai une donnée complètement différente que si je viens de faire un entraînement, que si je suis à jeun, que si je viens de manger ou boire simplement un verre d'eau. Donc toutes ces mesures, il est extrêmement important de se mesurer, de prendre ces mesures dans des conditions identiques et optimum. Alors avant d'aller plus loin, on va vous donner des protocoles, on va être hyper précis, vous savez, nous on ne se cache pas ici. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remettre l'humilité sur le tapis. Okay, on est sur une démarche de sortie de laboratoire pour aller sur le terrain. Et à partir de là, il faut accepter l'estimation. C'est ça. Il faut accepter qu'on prend de l'information qui va nous aider à la prise de décision. Ce n'est pas différent de ce qu'on fait quand on fait un bip test de Luc Léger pour estimer un VO2 max, okay, ou une VMA. C'est la même chose, on a des billets de terrain de la même manière. Ça n'est pas différent que lorsque l'on fait un profil force-vitesse en extrapolant le 1RM, on a une marge aussi acceptable de manœuvre et d'erreur, mais néanmoins on va dégager une tendance assez précise et qui dans le temps va nous permettre par la constance dans la prise de mesure, par la répétition dans la prise de mesure, d'avoir de la data qui elle est quand même sensiblement précise. Exactement. C'est-à-dire que concrètement, le point fort, c'est, on va dire, la reproductibilité on va dire, du protocole. C'est-à-dire que si, et ça peut varier, et c'est là où cet outil, entre guillemets, a ses limites, c'est que ça peut vraiment varier du tout au tout en fonction du protocole qu'on a mis en place. Admettons, je te coupe une seconde. Dis-moi. Hyper important ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous rejeter l'impédance-métrie parce qu'effectivement, ils n'ont pas respecté fondamentalement le protocole. Bien sûr. Vous faites le test, vous faites monter votre sportif à jeun complet, il n'a pas bu une goutte d'eau sur la balance, sur l'impédance-mètre, il se mesure, vous avez un résultat, vous lui faites boire un grand verre d'eau, immédiatement, ça fausse complètement le résultat. Moi, j'ai déjà fait ce test du coup sur plusieurs 10 minutes après, puis 30 minutes après. Et en fait, on se rend compte qu'on a vraiment plusieurs données qui sont complètement différentes. Donc, je m'étais amusé en fait avec des protocoles complètement différents. Je m'étais même mis, et là, c'est un facteur très important pour faire la différence entre ces outils dits professionnels et on va dire l'impédance-métrie du commun des mortels en grande surface, c'est le rapport entre hommes et femmes. C'est-à-dire que concrètement, sur ce style de machine-là, que vous pesez en tant qu'homme ou en tant que femme, on est censé avoir, pour reprendre un petit peu le focus sur la masse grasse et la masse musculaire, exactement plus ou moins la même chose. Sur un profil type impédance-métrie à une petite centaine d'euros à Darty ou à la Fnac, en fait, comme eux sont basés uniquement sur, derrière des statistiques, et si je puis dire, les données qu'on va leur informer, je me pèse, si je suis en femme, ils vont m'annoncer un pourcentage de masse grasse bien plus supérieur, parce que 90 kg une femme, c'est censé avoir 40-50% de masse grasse. Et c'est vraiment, en fait, c'est là qui nous indique qu'il n'y a pas réellement le courant électrique qui traverse le corre. Et en gros, il ne sert à rien passer si ce n'est que faire des calculs.